Monsieur Andrea, Bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance à distance et de merci même. d'avoir accepté ce petit jeu, cet échange qui est pour nous, surtout pour nos invités et nos lecteurs uruguayens et argentins, très important. Et c'est un bon moment de convivialité. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté le principe de cet échange. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je pense que Vous dès excuserez mon apparence un peu échevelée et mal rasée, mais je suis entre deux déménagements, donc Bon, je voilà. comprends tout à fait et je partage l'apparence mal rasée à tout Non, mais moment. c'est travaillé. Moi, on voit que c'est pas encore au stade où c'est travaillé. On attend encore 2 minutes, qu'on soit dans la vingtaine et encore. Très bien. Alors juste, donc, pour vous donner quelques éléments, Jean-Baptiste, historiques sur ce choix Goncourt, on est maintenant à la 4e édition, c'est la 2e édition avec l'Argentine. Donc avant, c'était le choix Goncourt de l'Uruguay, c'est devenu depuis le choix Goncourt du Rio de la Plata avec nos amis d'outre Rio de la Plata. Et alors, on a donc tous ces jurys qui vont choisir leur Goncourt. Et à l'issue de celui-ci, nous invitons donc l'heureux ou heureuse élu à venir nous visiter l'année suivante. Alors bien sûr, on est en hémisphère sud, ce qui fait que voilà, on a toujours un peu de retard sur le Goncourt de l'année d'avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Disons que ça donne aussi du temps à nos lecteurs voilà, de se faire une idée. Et bon, jusqu'ici, nous avons eu sur 3 éditions, 2 éditions dans lesquelles le résultat a coïncidé avec celui de l'Académie. Alors, une petite anecdote, c'est que j'ai eu la chance l'année dernière d'être présent la veille donc du choix, hein, de la décision du choix Goncourt, puisque nous avions été invités, j'étais à Paris pour une formation et j'avais pu rencontrer les académiciens la veille. Il y avait d'ailleurs une jeune étudiante uruguayenne qui était présente, puisque l'Académie invite des membres des choix Goncourt de plusieurs Hmm. pays Absolument. à l'événement. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou si vous vous en souvenez, parce que j'imagine que c'est des moments Non, je me magiques. souviens, oui, je me souviens des étudiants. Alors, je la reconnaîtrais pas forcément dans un line-up policier, mais et j'ai eu une conversation avec eux. J'étais très admiratif en plus du fait que leur maîtrise de la langue et du fait qu'ils puissent arriver dans ce sanctuaire. Non, non, je me rappelle bien, c'était un très beau moment quand je les ai rencontrés. Oui, alors pour elle, ça a été évidemment un moment aussi Ouais. inoubliable. Comment Et puis en s'appelait-elle? plus, Vous vous alors rappelez? c'est Valentina Ok. Blanco. Elle était très grande ou pas? Non, 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 pas très C'est pas elle grande. alors. Il y en avait une qui était très grande, ok, je me rappelle de. Oui, de mémoire, je crois qu'il y avait une fille qui était italienne, un Roumain, je crois. Et Oui, puis, oui. voilà, mais c'est. Alors, en plus, c'était particulièrement serré, hein, donc, ça a dû être une expérience assez intense. Bon, j'imagine que pour vous aussi, évidemment. Donc, euh, donc voilà. Alors, bien sûr, je profite aussi de l'occasion pour vous féliciter, puisque, bon, comme nous le savons tous, vous êtes le lauréat. On va voir maintenant Merci. si vous réussissez à remporter aussi le choix Goncourt du Rio de la Plata. Voilà, c'est un autre jury maintenant qui va le déterminer et qui, j'espère, dans quelques instants, va vous poser des questions voilà, qui seront montrer à la fois l'intérêt, mais aussi l'application à la lecture de votre travail. Dario, je vous propose de lancer officiellement la séance, puisque nous avons au moins 25 participants, donc nous avons le quorum pour lancer cette Très bien. rencontre. Alors, si nous avons le quorum, allons-y. Je me lance Ah, dans cette petite séquence protocolaire. très bien, très bien. Alors, tout simplement, alors, merci à tous et à toutes pour votre présence. Comme vous l'entendez, j'ai quelques soucis de gorge, ce qui a le grand avantage que je vais parler moins. Et du coup, ça va donner plus de temps à notre invité pour s'exprimer, puisque c'est l'objet principal de cette rencontre entre nous tous. Donc, le choix Goncourt, juste 2 mots du Rio de la Plata, c'est l'occasion pour des lecteurs des 2 rives du Rio de la Plata, de 7 institutions au total, de rencontrer les auteurs qui sont en train de lire. Donc, c'est les 4 finalistes
qui sont donc lus et qui sont évalués par le jury. Et le résultat final, voilà, l'invité, enfin disons l'auteur du livre qui sera choisi sera également invité à venir nous rejoindre pour rencontrer le jury l'année suivante. On remercie tout d'abord, bien entendu, Jean-Baptiste Andrea, qui est présent avec nous, qui est plus que ponctuel, il était là plus qu'à l'heure. Sans plus tarder, moi, je vais vous proposer donc maintenant quelques mots du conseiller de coopération et d'action culturelle de Buenos Aires, voilà, d'introduction, avant de reprendre la parole pour passer aux questions du jury. Oui, merci Dario. Donc quelques mots depuis Buenos Aires, puisqu'on joue ce petit jeu de ping-pong Montevideo Buenos Aires. Frédéric de Petris, donc conseiller de coopération et d'action culturelle ici et directeur de l'Institut français. Simplement deux, trois petits mots très rapides pour remercier les partenaires des alliances de Montevideo, de Buenos Aires, le lycée Jules Supervielle et les instituts Lenguas Vivas et IP Artigas, ainsi que les universités de la República, de La Plata et de Buenos Aires, qui ont joué le jeu, et en particulier les professeurs encadrants et bien sûr les lecteurs qui se sont plongés avec délice dans ces différents choix Goncourt et voilà, qui font vivre aussi la littérature française jusqu'au bord du Rio de la Plata, et c'est très important pour nous. Je voulais remercier une nouvelle fois notre auteur invité ce jour, Jean-Baptiste Andrea, donc lauréat du prix Goncourt 2023 pour Veiller sur elle, un très beau livre. Merci d'avoir accepté cette rencontre et ce moment d'échange où on refait un petit peu le match, on se replonge dans les délices du livre précédent. Je ne sais pas si vous travaillez déjà au suivant, mais c'est un petit peu comme les réalisateurs qui viennent présenter leur film, et souvent ils sont déjà sur un nouveau projet, mais ils ont plaisir à retrouver les traces de leurs anciennes œuvres. Remercier bien sûr les collègues du Poste à Montevideo, donc Laurence et Dario qui sont connectés et qui font vivre ce prix Goncourt de Rio de la Plata. Nous avons des liens étroits évidemment avec le Poste, mais je voulais aussi souligner que les deux pays, l'Uruguay et l'Argentine, entretiennent une relation aussi très étroite, quasi fusionnelle, et c'est très intéressant de partager, de croiser aussi les regards, parce qu'il y a quand même des différences, et de partager des points de vue sur cet objet commun, cet objet que nous valorisons, qui est la littérature française. Alors, nous avons déjà eu une première rencontre avec Neige Sino jeudi dernier, qui s'est très bien passé, où les lecteurs ont pu aborder son œuvre sous différents angles. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer une séance tout aussi intéressante dans un tout autre cadre, donc l'Italie des années 20 jusqu'à la fin de la guerre, dans le monde, à la fois le monde de la bohème, de la sculpture, des hautes sphères politiques et les coulisses du Vatican, mais aussi au cœur de la lutte des classes entre ouvriers et grands bourgeois italiens. Donc, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste Andrea, et sans plus tarder, voilà, je vous repasse la parole à Montevideo pour lancer les échanges et vous remercier encore une fois à toutes et à tous de vos lectures attentives et de votre participation active aujourd'hui, et en espérant bien sûr recevoir très prochainement Jean-Baptiste Andrea sur les rives du Rio de la Plata. Ce serait un très grand honneur, un très grand plaisir pour nous. Merci encore à toutes et à tous. À très bientôt. Merci Frédéric. Alors je vais dire quelques mots, Jean-Baptiste, donc quelques éléments biographiques et biographiques rapidement avant de vous donner la parole, et puis ensuite nous procéderons aux questions du jury. Vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye, mais vous avez grandi à Cannes. Vous êtes écrivain, mais aussi scénariste et réalisateur. C'est d'ailleurs dans ce domaine que vous faites vos premières armes avec des films en anglais comme Dead End en 2003, Big Nothing en 2006 ou Hellphone en 2007. Vous écrivez aussi le scénario de La Confrérie des larmes en 2013, que vous réalisez également plus récemment le long métrage King en 2022. Votre premier roman, publié en 2017, intitulé Marraine, va remporter plusieurs prix, dont le Féminin des lycéens 2017. Et en 2019, vous publiez 100 millions d'années et un jour, puis Des Diables et des Sangs en 2021. Ce dernier ouvrage reçoit le Grand Prix RTL Lire en mars 2021 et le prix Ouest France Étonnant Voyageur en mai 2021.
Enfin, en 2023, vous publiez votre 4e roman, intitulé Veiller sur elle, qui est l'objet de cet échange et qui sera récompensé par le prix du roman FNAC 2023 et le Goncourt, comme vient de le rappeler, le COCAC de Buenos Aires en 2023. Veiller sur elle, c'est l'histoire, alors une histoire d'amour, oui, ces deux personnages que tout semble opposés, qui vont se rencontrer dans l'Italie qui bascule dans le fascisme, comme cela a été dit, avec Mimo qui est issu d'un milieu défavorisé, sculpteur doué, et Viola qui grandit à l'ombre d'un palais génois, donc deux extractions sociales totalement différentes. L'histoire d'amour se fond va se dérouler donc sur un fond de contexte clivant, et ce qui propose 2 niveaux de récits qui vont s'alimenter par des jeux de pouvoir qu'ils impliquent. C'est aussi l'entrelac de ces relations qui va devenir le cœur du récit. Mimo, au sommet de son art, va profiter des opportunités que lui offre l'amitié de la famille Orsini, qui a bien compris aussi les avantages que les talents du sculpteur pouvaient lui apporter. Alors, je ne vais pas divulgacher davantage le roman pour ceux qui ne l'auraient pas terminé, et je vais tout de suite donner la parole, d'abord en vous remerciant donc Jean-Baptiste, et puis ensuite je la reprendrai pour les questions de notre jury. Voilà, donc Jean-Baptiste, je voulais dire un mot, moi, simplement vous remercier déjà Pardon, pour votre présence. j'avais pas compris que je devais parler. Là, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un plaisir d'échanger avec des lecteurs et des lectrices, et plus encore des lecteurs et des lectrices aussi éloignés. C'est assez touchant d'imaginer qu'un livre puisse avoir une forme d'universalité et nous réunir par-delà les océans. Voilà, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, même celles qui ne sont pas préparées. Je réponds à toutes les questions. Je veux pas m'ennuyer, je veux pas vous ennuyer non plus. Donc n'hésitez pas. Merci encore Jean-Baptiste. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à la Universidad de Buenos Aires pour la première question. Oui, salut. Merci. Et un grand merci, Jean-Baptiste, pour cette rencontre. Nous avons pensé à une question en lien avec l'idée de destin. La Pietà Vitaliani est un élément intrigant qui apparaît dès le début du roman et qui a un effet étrange sur les personnes qui la contemplent. Il semble que le surnaturel ne se manifeste pas seulement dans cet effet de la statue, mais aussi dans les processus qui conduisent à sa concrétisation, comme si Mimo était prédestiné à la réaliser. Dès le début, il critique la piété de l'église de Pietà d'Alba. Lorsqu'il choisit le bloc pour la sculpture de l'homme nouveau, il sent que la pierre lui parle, mais il ne peut pas concrétiser ce travail. La piété de l'Église se prise et Viola le convainc d'en réaliser une nouvelle. Il ne souhaite pas entreprendre le travail, mais le séisme et la douleur le poussent à le faire. Donc, et comment avez-vous pensé cette dimension surnaturelle en tenant compte du fait que le reste du roman est réaliste et met beaucoup l'accent sur la construction vraisemblable des éléments sociopolitiques et culturels? Alors merci pour cette question. Elle est très intéressante, cette question, parce que euh, en fait, il n'y a pas vraiment de surnaturel dans le roman. Il n'y a qu'un homme qui sculpte une statue, euh, et la statue a un effet sur les gens qui est presque un effet, qui est un effet de décalage, d'incompréhension, de voir un corps de femme sans savoir que c'est un corps de femme, quelque chose peut-être même de potentiellement érotique. Donc il n'y a pas de surnaturel là-dedans. Mais pourtant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a du surnaturel dans ce roman, parce que moi, j'aime ça. Je suis tout autant logique et scientifique que je suis ouvert à l'idée de choses invisibles. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a une part de surnaturel dans ce roman euh, qui se manifeste, mais qui fait partie de ma vision du monde. C'est-à-dire que même quand je parle de choses qui sont naturelles, j'en parle peut-être de manière à me connecter avec quelque chose de surnaturel. Moi, je crois que l'être humain, parce que c'est ma croyance personnelle, on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Je ne mets pas de nom, moi, je ne suis pas dans une religion ou dans une autre, mais je crois à quelque chose de plus grand que nous, à une force, à une énergie, à une forme de transcendance. Et la manière d'atteindre, pardon, de toucher cette transcendance et ce plus grand que nous,
L'une des manières, c'est l'art. Pour moi, l'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que l'homme fait l'art? Pourquoi est-ce que l'homme fait de l'art? En fait, dans l'évolution, je ne sais toujours pas pourquoi c'est utile à l'homme de faire de l'art, de pratiquer le geste artistique. Pour moi, c'est parce qu'il a la conscience de quelque chose de plus grand que lui et qu'il essaie d'en donner une représentation sur Terre. Donc, par définition, pour moi, une œuvre d'art, elle est une connexion et une passerelle avec quelque chose de plus grand, quelque chose de surnaturel. Donc, dans quelque chose de naturel qui est l'œuvre d'art, il y a par définition quelque chose de surnaturel qui est cette forme d'au-delà, quand l'œuvre est grande et quand l'œuvre est réussie. Voilà la réponse technique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre question, c'est qu'il y a très peu de gens qui me parlent du surnaturel dans ce roman, parce qu'il est justement, il est très diffus, il est très léger, il est pas vraiment là, il faut le percevoir. Donc, je suis content que vous ayez eu la sensibilité de percevoir le surnaturel, mais en même temps, ça m'étonne pas non plus parce que vous venez en Amérique du Sud d'une tradition littéraire dans laquelle le surnaturel est présent de manière assez naturelle, sans faire de mauvais jeu de mots. En littérature française, il faut comprendre que c'est très segmenté. Si j'écrivais ouvertement quelque chose de surnaturel en France, je ne serais déjà plus dans la littérature traditionnelle. Et déjà, d'ailleurs, ce roman, ça a été un peu l'outsider du Goncourt parce qu'il y a pas mal de dimensions, des choses qui se mêlent. Il y a un côté parfois baroque, même il y a beaucoup de choses qui me représentent moi et qui me ressemblent, mais qui ne rentrent pas dans les cadres traditionnels de la littérature française. Donc, je suis très heureux ça m'étonne pas que vous ayez cette sensibilité qui vous fait percevoir des niveaux, des dimensions du roman que les lecteurs ou les lectrices français ne perçoivent pas toujours. Voilà, bravo. Merci Julien, merci Jean-Baptiste. Nous passons à une deuxième question avec l'Alliance française de Montevideo. Bonjour, bonjour à tous. Je suis la référente du groupe de Montevideo et comme toujours, on me fait poser les questions pour eux parce qu'ils sont un petit peu timides. Donc, mais je vais lire leurs mots. D'ailleurs, c'est une question un petit peu double parce qu'on avait beaucoup de questions. C'était assez foisonnant le travail sur votre roman. Donc, on voudrait vous interroger plus sur votre rapport à la littérature et à l'art, justement. Vous avez dit en interview croire en la puissance de transformation de la culture et que vous avez eu la chance d'être exposé par votre famille à l'art et aux livres. Vous avez même ajouté qu'il fallait aider les jeunes qui n'y ont pas accès parce qu'elles changent la vie. Est-ce que vous pensez que la popularité que vous avez atteinte grâce au concours vous permet d'œuvrer dans cette direction? Et d'ailleurs, par rapport à l'écriture, dans une partie de votre livre, je cite, vous dites, le jour où tu auras compris ce que c'est que sculpter, tu feras pleurer des hommes avec une simple fontaine. Et donc, on se demandait si pour vous, c'est ça ce que doit provoquer, de manière plus générale, l'art ou la littérature, cette émotion. Et est-ce que c'est ce que vous essayez de faire naître, vous aussi, à travers vos romans? Oui, oui, absolument. Enfin, et en plus, quand je dis pleurer, c'est évidemment pas pleurer de tristesse, ça peut être pleurer de joie, pleurer d'émotion. Moi, dans les grands moments d'art auxquels j'ai assisté dans ma vie, ça m'a fait pleurer. Euh, donc, d'émotion et d'avoir le sentiment de voir quelque chose de parfait d'une certaine manière. Donc après, oui, on aspire tous à cette forme de perfection qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. D'ailleurs, le but n'est pas tant de l'atteindre que de s'en approcher, mais bien sûr, pour moi, un livre, c'est un livre. Un livre, il doit chambouler son lecteur et sa lectrice. Ça, c'est absolument évident. Il doit vous bouleverser une nouvelle fois dans tous les sens, dans toutes les acceptions de ce mot. Euh, c'est un livre qui vous distrait, très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce qui m'intéresse dans un livre. Moi, je veux qu'un livre me déplace, me sorte de moi-même avant de m'y remettre. Ah, c'est une grande expérience, comme la musique d'ailleurs. Les gens le comprennent, surtout les gens qui lisent pas, le comprennent parfois mieux avec la musique. Euh, Encore que j'ai le sentiment que les gens qui lisent pas n'écoutent pas vraiment de la musique non plus. Mais en tout cas, pour moi, toute forme d'art, oui, c'est quelque chose qui doit nous chambouler profondément, qui nous transforme. Donc, on en revient à la première question.
pense que c'est vraiment un cliché et j'enfonce une porte ouverte en disant que si vous prenez un gamin aujourd'hui, un enfant que vous exposez à l'art et un que vous n'exposez pas à l'art, il y en a déjà un, celui qui est exposé à l'art, évidemment, qui a plus de chances dans la vie, qui ira plus loin. Il peut même aller plus loin alors qu'il part d'un milieu social plus difficile que l'autre. Je crois qu'en fait, la plus grande université à laquelle on ait accès, dès qu'on sait lire, c'est le livre, hein. Ça, on apprend, on tâtonne, on découvre, on défriche. C'est un monde fabuleux. Et oui, moi, j'ai bien entendu, enfin, vraiment, je mesure ce que je dois à ma famille de m'avoir exposé très jeune à toute forme, à toutes ces formes d'art, y compris à la musique classique, dont maintenant je suis fou au point que j'ai écrit un livre dessus, qui était mon troisième roman. Alors que quand je me rappelle quand mes parents me traînaient à des concerts à 12 ans, je mourais d'ennui. Et donc, cette graine qu'on plante, elle est extrêmement précieuse. Moi, je vous dis tous, bah, de toute façon, là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous lisez tous plus ou moins, hein. Mais je dis beaucoup à des jeunes que je rencontre que voilà, qu'ils auront beaucoup plus de chance dans la vie, ils iront beaucoup plus loin. En fait, ils montent dans un train qui va déjà plus vite que les autres trains quand ils commencent à lire. Ça, c'est très précieux pour moi. Et enfin, est-ce que ma notoriété me permettra d'œuvrer dans ce sens? Je suis pas sûr d'avoir cette prétention. Moi, j'ai toujours rencontré beaucoup de lycéens. Paradoxalement, j'ai même moins de temps maintenant pour le faire. C'est pour ça que je suis content quand on peut se rencontrer comme ça, même si vous n'êtes pas que lycéen, si j'ai bien compris. Euh, mais en tout cas, voilà, j'y œuvre. Et ce qui est important pour moi, je pense, dans les rencontres, c'est de montrer, quand je rencontre notamment des lycéens, c'est de leur montrer qu'un écrivain, c'est pas forcément un type de 80 ans avec une pipe qui marmonne des choses incompréhensibles. Moi, j'ai envie de leur dire, vous pouvez tous être écrivain. Si c'est votre désir, vous pouvez tous être artistes. Vous pouvez tous être le personnage secret que vous rêvez d'être. Mais encore faut-il en avoir le courage. Et moi, je suis là pour donner du courage aux gens, voilà, si je peux. Merci Jean-Baptiste, et merci pour la question d'alliance. Alors, d'une alliance française, nous allons à une autre alliance française, cette fois-ci du côté de Buenos Aires. Merci Dario. Alors je suis tout aussi émue qu'honorée d'être parmi vous. Je salue et je remercie Jean-Baptiste Andrea pour sa présence et sa générosité. Et j'invite Monica dans notre groupe de lecteurs. Nous avons rassemblé une dizaine de lecteurs et lectrices à l'Alliance française de Buenos Aires et j'invite Monica à formuler sa question. Merci, Carole. Et bonjour, monsieur. Avant tout, je voudrais vous remercier. C'est un énorme plaisir de vous lire. Et bon, la question est, dans le titre du livre, on trouve le pronom personnel elle. Et comme tous les pronoms personnels, nous le savons bien, a un sens occasionnel, sans référent fixe, on pourrait dire subjectif, en l'occurrence anaphorique. Qui se cache derrière ce pronom? C'est la Pietà? C'est Viola? Est-ce qu'il y a une autre lecture possible? Pourquoi ce titre? Alors, il y a en fait deux dimensions de lecture que vous avez résumées. La première dimension, qui est d'ailleurs peut-être pour moi enfin, non, les deux sont liés. La première dimension, c'est évidemment la Pietà, puisque cette phrase veiller sur elle est page 2 de l'ouvrage. Donc, on dit qu'il est là pour veiller sur elle. Elle, c'est la statue. Ce qui me plaisait dans le titre, c'était effectivement le double sens de veiller sur Viola. Mais là où j'ai quand même tendance à pencher vers le premier sens, c'est que j'ai l'impression que Viola n'a pas forcément besoin qu'on veille sur elle et que c'est beaucoup plus Viola qui veille sur Mimo. Et moi, j'ai écrit ce livre autour de Viola et pour Viola, qui est le personnage principal d'une certaine manière. Et je me suis moi-même incarné dans Mimo pour parler de Viola. Donc, oui, on pourrait imaginer que Mimo veille sur Viola, mais au fond, je crois que, en tout cas, sous forme dans leur corps de chair, même si évidemment ils s'aident beaucoup mutuellement, c'est plus elle qui veille sur lui. Et après, ça sera à son tour, à lui de veiller sur la statue. Le petit côté ambigu de ce titre, qui est-elle?
le côté mystère me plaisait beaucoup et la douceur du mot veiller me plaisait beaucoup aussi. Voilà, il y a quelque chose, de tous mes livres, je crois que c'est mon titre préféré depuis mon premier, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a la simplicité, puis il y a ce pronom elle. Euh, et d'ailleurs, à l'origine, le livre ne s'appelait pas comme ça. Quand moi j'ai fait j'ai écrit, le livre s'appelait Ce que je sais d'elle. Et quand je l'ai remis à mon éditrice, elle m'a dit, ah, mais ce titre a été donné il y a 2 ans. Et donc il faut le changer. Donc je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème pour le changer, hein. Pour moi, c'était un titre de travail, mais je voudrais garder elle dans le titre. Elle parce que Viola et parce que voilà, je voulais cette connotation féminine, voire féministe, parce que ce livre a été construit autour de Viola. Oh, merci beaucoup. Merci, merci à tous les deux. On va maintenant revenir en Uruguay avec une question de lycée français. Je suis Supervielle. Bonjour, merci de cette rencontre. Je passe la parole à Bruno, qui est un élève de terminale. Merci. Donc, Mimo est un personnage complexe, aux motivations parfois multiples, contradictoires et changeantes, comme l'esthétique, l'amour, l'amitié, l'argent, l'ascension sociale, la vengeance personnelle, voire la lutte contre le totalitarisme. Selon vous, qu'est-ce qui guide ses actions avant toute chose, ou plutôt parmi ces différentes motivations, quel serait le lien ou la cohérence au fil de sa vie? Mais est-ce que nos vies à nous sont motivées par quelque chose d'hyper cohérent en permanence? Non, nous sommes le fruit de la rencontre entre une éducation, des principes ou une absence de principes et les circonstances de la vie, les tentations, les difficultés qui font que une vie n'est pas toujours vécue selon les principes qu'on s'était fixés ou selon la logique qu'on s'était fixée, ou alors parfois elle l'est d'un côté et pas du tout d'un autre. Moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de Mimo était justement la contradiction. La contradiction qui est au cœur de toute vie humaine, au fond. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un héros qui avait des failles. J'ai été très surpris parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Sur ce livre-là, il y a une petite frange de lectrices ou de lecteurs qui qui sont venus me dire, moi, j'ai pas aimé votre livre, le héros, il est méchant. C'est mal ce qu'il fait. Et ça m'a fait rire, enfin, ça m'a un peu étonné de découvrir une phrase un peu morale ou moralisatrice des gens comme si eux-mêmes étaient des saints, ou alors comme si ils ne voulaient lire que des vies de saints. Euh, Ça m'a beaucoup fait rire parce que pour moi, ce qui rend ce héros intéressant et touchant et humain, c'est précisément le fait que ce ne soit pas un saint, c'est précisément le fait qu'il fait des choix que je n'approuve pas particulièrement. Euh, donc ça, c'est très important pour moi. Je dirais il y a en fait le seul moment où la vie de Mimo devient cohérente, c'est le moment où il sculpte la Pietà. C'est le moment où Viola lui fait comprendre qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que le succès, l'argent lui-même. C'est le moment où elle lui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, toucher du doigt à quelque chose de plus grand que. Là, on peut dire, sa démarche, d'une certaine manière, il comprend quelque chose. C'est l'endroit, le moment où il comprend quelque chose. Il lui faut 600 pages à Mimo pour enfin comprendre et pour enfin atteindre pour enfin se dire j'ai quelque chose de cohérent dans ma vie, j'ai une ligne directrice. Et raison pour laquelle il va veiller sur cette statue après, ayant atteint quelque chose qu'il ne pensait pas atteindre. Mais voilà, je dirais contradiction et chaos sont intrinsèquement partie du personnage de Mimo et sont les raisons essentielles pour lesquelles moi je l'aime. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette question du lycée. Merci Jean-Baptiste pour la réponse. Nous allons maintenant en Argentine, du côté de la Universidad Nacional de La Plata. Alors, je ne sais pas qui est de l'Université nationale de La Plata, je m'en excuse. Peut-être que Mathéo pourrait m'aider à identifier quelqu'un. Sinon, on y reviendra après. Dans ce cas-là, moi, ce que je propose, on reviendra à La Plata. Après, on passe à la question posée par la Udelar IPA.
Je sais que tu dois tester ton micro. Alena? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend Oui. parfaitement. Parfait, parfait. Très bien. Bon, bonjour. Bon, moi, je suis l'une des référentes d'un groupe qui unit l'Université de la République de Montevideo et l'Institut qui prépare les futurs professeurs de français. Et notre groupe, malheureusement, beaucoup de nos lecteurs ne peuvent pas participer aujourd'hui à cette heure, mais ils vont évidemment voir la vidéo. Et ils ont rassemblé, on a rassemblé quelques questions. Et on en a choisi une de Sarah, qui n'est pas là, mais bon, c'est dommage. Et je vais lire cette question. Votre roman mêle habilement la complexité d'époques turbulentes et violentes à la rencontre insolite de deux personnages uniques, dédiés l'un à l'autre comme une promesse inviolable. En tant que lecteur, nous devons faire le même dévouement pour maintenir espoir et patience jusqu'à ce que nous arrivions à la raison de l'enfermement de Mimon et de la dissimulation de sa sculpture pendant toutes ces années. C'est une histoire qui demande du temps, de l'affection et de la foi jusqu'au bout. Je voudrais vous demander s'il s'agit d'une tentative d'exprimer l'importance de voir et de partager la beauté du monde, de l'amour, de l'art, etc., en ces temps si confus et pleins de tensions où la lecture nous rappelle comment profiter à nouveau de la beauté du monde. Vous avez très bien répondu à la question. C'est-à-dire qu'il y avait la réponse dans la question. Je dis très souvent ça, que de nos jours, nous sommes constamment exposés à la noirceur et à la laideur par les mécanismes de l'information et par l'omniprésence de l'image. Les médias aujourd'hui savent très bien qu'en diffusant des images affreuses, ça va générer des clics et de l'attention qui vont générer de l'angoisse et du stress, qui va à son tour générer un désir d'en voir encore plus, qui est paradoxal mais qui est prouvé. Et donc, on devient en quelque sorte complètement drogué à ces images et les médias, eux aussi, puisqu'on représente un revenu pour eux. Et donc, on est dans cette spirale un peu infernale où on ne voit que ce que le monde a de plus laid. Alors, il ne s'agit pas de nier que le monde a des côtés absolument abominables. Ils ont toujours été là. Il s'agit en revanche de ne pas perdre notre capacité à voir l'autre côté du monde qui lui aussi a toujours été là et qui d'ailleurs grandit, qui est la lumière, qui est la civilisation, qui est la beauté, qui est l'art, qui est simplement la joie. On peut appeler ça de mille manières. Il ne viendrait pas à grand monde aujourd'hui. Vous êtes une génération qui aime bien aller au club de sport et poster des photos musclées à la salle de gym. Ça ne viendrait à personne l'idée d'aller se muscler démesurément le bras gauche et pas le bras droit. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec nos cerveaux en ne consommant que de l'image, que de la dépression, en gros, et de la noirceur, et par le biais de nos téléphones, enfin voilà, des réseaux, etc. Et en oubliant complètement de regarder ce qui est à côté. Donc moi, je crois que le livre a le privilège de faire ça, hein, et en tout cas, moi, je m'efforce de cultiver ça dans ma vie. Je vois pas pourquoi ça serait pas dans mes livres. Je ne veux pas fuir la noirceur. Il y en a dans tous mes livres. Il y a même des gens qui ne voient que ça, d'ailleurs, dans mes livres. Preuve que ils n'ont pas su, ils se sont laissés entraîner comme ils le font dans la vie, ils n'ont pas compris de quoi parlait le livre. Et mes livres parlent justement, effectivement, de ça. Tous mes livres parlent de joie. Tous mes livres parlent d'accomplissement de son destin, de toucher à quelque chose de plus grand que soi, d'une forme de lumière intérieure, d'une forme de joie immense sur laquelle même la mort n'a pas prise. Voilà, ça parle de ça, mes livres, mais vous avez très bien répondu dans votre propre question. Je crois que je voulais juste dire que ce que nous avons aussi, ce que Sarah, à mon avis, a très bien exprimé, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est justement ce besoin de persévérance, un peu aussi comme, je ne sais pas si pris pour la beauté, mais pour la concentration, non? Et le fait de rester attentif à quelque chose pour pouvoir en jouir, en quelque sorte. Bien sûr, mais là, en fait, on peut comprendre aussi ça d'une autre manière qui est que, en fait, tous les héros de mes livres
c'est un petit peu un parallèle beaucoup plus romanesque de ma vie. C'est-à-dire que moi, je veux être écrivain depuis que j'ai 9 ans. Et on m'a toujours dit, mais c'est pas un métier, écrivain. Et donc, j'ai dû beaucoup me battre pour devenir écrivain. Et j'ai été 1000 fois tenté de renoncer. Et il y a quelque chose de magnifique dans le fait de voir quelque chose, dans le fait de croire en quelque chose, de croire déjà en soi-même, hein, pas forcément de quelque chose de surnaturel. Euh, et c'est quelque chose de très important. Je crois que déjà, se conquérir soi-même, se faire confiance, apprendre à se faire confiance et ne jamais s'abandonner tout au long du chemin parfois chaotique de cette vie, ne jamais s'abandonner soi-même, c'est difficile, mais ça paye. Voilà. Et quand je dis ça paye, c'est pas du fric, hein. Je parle pas d'argent. Je parle de cette joie intérieure. Et moi, c'est ça la joie que j'ai eue le jour du Goncourt. Euh, il y avait plein de raisons d'être joyeux le jour du Goncourt, mais profondément, je crois que ce qui m'a bouleversé aussi, c'est que je n'avais pas trahi la promesse que j'avais faite à ce gamin de 9 ans, à ma promesse intérieure de devenir écrivain. J'étais très, très fier de ça. Voilà comment je comprends, moi, cette question-là. Cette persévérance, cette concentration sur cette chose que j'ai toujours aimée. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous allons maintenant al Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas, Fernández, Argentina. Je ne sais pas quelle est la personne qui le représente, qui en est un référent. Alors, Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas, une fois, 2 fois, et sinon on va revenir dans l'ordre qui est... Ah, quelqu'un est intervenu? Allô, oui. Bon, très bien. Dans ce cas, on reprend l'ordre. Donc, voilà, on est en plus du privilège de vous avoir. Vos réponses ont été suffisamment concises pour qu'on puisse avoir un deuxième tour de questions. Généralement, on reçoit plus de 4 ou 5 questions. On demande au référent Jean-Baptiste de nous envoyer des questions à l'avance pour un petit peu voir s'il y en a qui se superposent et du coup, voilà, pas les répéter. Mais là, voilà, c'est l'occasion, puisque vos réponses ont été assez concises, et ce qui dépend aussi des questions, d'avoir un second tour. Donc, double privilège. Alors, je recède pour le coup la parole à l'Université de Buenos Aires. C'est bien la première fois qu'on me dit que je réponds aux questions de manière concise, hein. Mais bon, alors, allez, je vous écoute. Non, mais on n'avait pas une autre question, alors je peux passer la parole à la suivante parce on avait pensé une seule cette occasion, mais je pense que peut-être je pourrais dans ce moment revoir nos échanges pour voir si je trouve une autre dans quelques minutes. Très bien, Lucie. Alors, on continue donc dans l'ordre, hein. On va être très protocolaire. On reste une ambassade. L'Alliance française de Montevideo, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, je reviens et je vais prendre une autre question de notre groupe. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Là, une vision sur le roman. Plusieurs éléments dans Veiller sur elle vont par pair. Les jumeaux cosmiques, Alinéa et Emmanuel, les jumeaux italiens, l'ours qui a des jumeaux. Est-ce que cette dualité récurrente est volontaire? J'aimerais vous répondre que oui, mais non. Je suis en train d'en prendre conscience. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, les ours, c'est biologique, hein. C'est vrai que les ours, souvent, ont des jumeaux. Ben, je crois que cette idée de deux êtres qui sont liés par quelque chose de profond, je trouve ça incroyablement romanesque. Il y a d'ailleurs pas mal de films de cinéma autour des jumeaux. Euh, les histoires d'amour, n'en parlons pas. Non, finalement, est-ce que ce qui fait tourner le monde n'est pas la simple conséquence, le simple résultat de l'interaction entre deux êtres ou de l'absence d'interaction entre deux êtres là où elle devrait être? Un enfant qui n'a pas de mère ou qui n'a pas de parents, est-ce que ça va pas devenir enfin, si on regarde les plus grands tyrans de nos jours, il est possible qu'il y ait une faille, il est même très probable,
voire quasi sûr qu'il y a une rencontre qui s'est pas faite avec quelqu'un, il y a une déception profonde dans un rapport à l'autre, et peut-être probablement à une seule personne. Et dans certains cas, on saura pas qui c'est, dans certains cas, on saura qui c'est. Donc cette plus petite unité, d'une certaine manière, de nos vies, sentiments émotionnels, de notre développement émotionnel, cet atome de notre développement émotionnel, il est très précieux. Et quand il est brisé, il peut générer une réaction nucléaire. Voilà, je pense que c'est ça qui m'intéresse dans cette dualité des jumeaux. Cosmiques ou pas, jumeaux réels ou jumeaux de cœur. Merci Jean-Baptiste. Alors, j'apprends qu'il y a donc le référent, une référente de l'Institut d'Estudios Superiores en Lenguas Vivas qui s'est connecté. Donc, on va lui donner la parole. De qui s'agit-il, Matteo? Il s'agit de Magdalena Arnoux qui vient de se connecter, donc je ne sais pas s'il a eu le temps d'activer le son, la caméra. On va lui donner quelques secondes et sinon on continue le tour de table. Alors, on reste chez toi, hein, du coup, Matteo, puisque ça serait l'Alliance française de Buenos Aires qui arriverait dans l'ordre. Bien. D'accord, Dario. Alors, j'invite Valeria ou Alejandra à poser une question. Elles sont toutes les deux réunies comme des jumelles. Merci Jean-Baptiste d'être là. Et je voudrais poser cette question. D'entre votre processus créatif de l'histoire, quelle partie a représenté pour vous le plus grand défi dans votre réflexion sur la condition humaine de protagoniste? Alors, en fait, le processus créatif, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai une idée qui est souvent la fin du livre. Là, dans ce livre, c'était la statue et son mystère. Et ensuite, je n'écris pas le livre. Tout de suite, je n'écris pas le texte littéraire. Je passe le temps qu'il faut à écrire la structure. La structure, donc, c'est vraiment l'enchaînement des scènes, des personnages. Et ça m'a pris 10 mois. Et donc, c'est dans cette phase que naissent les enjeux du livre et que je passe d'une statue unique avec un mystère à comment j'en arrive là, quels sont les enjeux, euh, la condition de ces héros, la condition humaine, leur condition sociale, tout ça, ça se crée au cours de la phase de la structure. C'est pour moi la phase la plus pénible, c'est la plus difficile, parce que j'ai l'impression de porter d'énormes blocs de pierre. Alors que quand ça c'est fini, que je passe au texte littéraire et que je peux m'appuyer sur ma structure, je peux m'arrêter de réfléchir. Je suis dans la sensation, je suis dans un moment sensuel presque d'écriture, ça coule tout seul. Et c'est toute la phase d'avant qui est pour moi la plus difficile, la construction, éliminer toutes les versions possibles de l'histoire pour ne garder que celle qui me paraît la meilleure, essayer d'éviter les clichés, trouver le bon rythme, euh, comprendre ce qui appartient au livre, ce qui n'appartient pas au livre. J'avais l'impression pendant, par exemple, toute la partie du cirque dans ce livre, j'avais l'impression que c'était un autre livre jusqu'au moment où j'ai compris que en fait c'était le même livre, que ça parlait de la même chose. Donc je découvre moi aussi, c'est pas le résultat d'une réflexion logique, c'est le résultat d'une phase d'observation et d'ouverture aux idées qui défilent. Euh, et qui me permet de dire ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est la phase pour moi la plus difficile. C'est très difficile. Mais je crois que c'est une phase essentielle à la construction d'un roman. Voilà, moi je suis très partisan de la construction des romans avant de passer au plaisir de la littérature, au plaisir de l'écriture des mots. Merci Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas si l'Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas a pu se connecter maintenant. J'ai pas de réponse pour l'instant, mais Lucia de la UBA m'informe qu'une des étudiantes va poser une question. On va suivre l'ordre, Matteo. On va Ah, suivre d'accord. l'ordre. Ok. Voilà, moi je maintiens, voilà, je suis dans la rigidité protocolaire, voilà, comme vous l'avez compris. Le lycée français, Jules Supervial de Montevideo. Merci.
Alors, pourquoi avez-vous fait le choix de cette double narration, à la première personne à travers les yeux de Mimo pour le récit de sa vie, dans le sens chronologique, et à la troisième personne par un narrateur omniscient pour sa fin de vie, c'est-à-dire au passé proche? Aviez-vous songé à d'autres formats de narration possibles pour cette histoire? Non, non, ça c'est. Alors ça, je ne me souviens pas exactement. En fait, j'avais ma structure, mais ma structure ne. Enfin, je savais que c'était à la première personne. Je pense que le narrateur omniscient est apparu au moment où j'ai commencé justement la rédaction littéraire. Et je me suis dit, bah tiens, cette scène, je pose le décor si je la racontais à la troisième personne. Et ça m'a plu parce que j'avais beaucoup écrit à la première personne avant. Je trouve que c'est un mouvement de caméra presque. Même si j'ai fait du cinéma avant, mais j'y pense pas en écrivant. Donc c'est pas le mouvement de caméra n'est pas une métaphore par laquelle j'essaie de vous dire que je pense au cinéma, mais simplement, je trouvais ça justement riche et d'avoir cette voix différente, de regarder un peu comme un narrateur omniscient, presque comme un dieu qui flotterait autour de la scène et observerait, et tout d'un coup, on descend dans le cerveau de ce héros. Là encore, une nouvelle fois, il y a quelque chose du mouvement de caméra qui me plaisait beaucoup, et puis qui me permettait, qui vous permettait, lectrices et lecteurs, d'identifier puisque parfois on revient de manière tout à fait inattendue au présent, d'être moins dérouté et de reconnaître tout de suite, comme s'ils avaient été colorisés, quelles époques, comme si on passait de la couleur au noir et blanc, ou vice-versa, ça permettait cette voix d'identifier tout de suite qui parlait et où on était. Merci. Cette fois-ci, oui, Mathieu, on va à la UBA, à l'Université de Buenos Aires. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. Bon, ici une élève de l'UBA, Argentine. Je me demandais si vous avez eu la chance de lire Elena Ferrante, une écrivaine italienne, car vous avez notamment dit que vous avez eu de la chance de vous et d'être influencé par l'art et l'Italie, mais je trouve des similitudes ou de l'influence qui ça entre vous et cet auteur. Et elle parle dans L'ami génial, l'amiga estupenda, Oui, oui. oui, d'une histoire d'amitié. C'est très intéressant car elle profondit sur un type de relation qui n'est pas tout à fait toujours mise dans le premier plan. Et elle m'a paru intéressant avec la dualité de Mimo et Viola. Et aussi une autre chose que j'ai aimé de vous dans plusieurs entrevistes que vous avez menées, pardon le nom français, Interview. interview, oui, oui. J'ai aussi vu que vous avez une façon particulière de concevoir votre chemin d'écriture, votre façon d'écrire, et où cette dualité que vous avez dit dans un moment, dans cette interview, entre rationalité, un côté plus rationnel, plus de pensée, et avec inclus un espèce de savoir la fin de votre texte, mais aussi il y a un côté plus irrationnel, un moment où vous laissez vous laissez non, fluir. Et, et j'ai trouvé que cet auteur aussi fait la même chose. Elle pense pendant des années, chemine dans sa tête des histoires, et dans un moment, non, elle écrit tout d'un coup, et elle revient dans son écriture pour la purifier, comme vous dites dans le texte et dans votre roman, il y a un moment où Mimo même dit
une forme de concevoir comment il, bon, vous écrivez, mais comment il crée les différents statuts, non? Qu'il commence par purifier et éliminer, non? Ce qui est de plus. J'aimerais savoir plus sur votre forme d'écrire. Comment vous... D'accord. Alors, donc moi, j'ai jamais lu Elena Ferrante de ma vie entière. Je voulais lire Elena Ferrante, d'ailleurs, je le ferai. Mais donc, il y a sûrement des similitudes. Je suis d'ailleurs flatté si c'est le cas, vu le succès qu'elle a. Moi, je l'ai jamais lu. Pour moi, le thème de évidemment, on n'est pas les premiers à écrire sur le thème de l'amitié. Moi, pour les histoires, les grandes histoires d'amitié, ça remonte probablement à Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires et ces formidables histoires d'amitié qui se font et puis qui se défont avec le temps, que je trouve toujours particulièrement bouleversant. Et puis l'écriture, oui, alors effectivement, je fais dire à Mimo cette phrase qui lui dit que, et comme enfin, je ne tiens pas évidemment à une métaphore de l'écriture, mais lui il parle de sculpture et il dit hein, il faut enlever toutes les couches d'histoire qui ne sont pas nécessaires, mais à un moment, il faut s'arrêter de frapper pour ne pas endommager l'histoire quand on atteint le cœur de cette histoire. Tout à l'heure, je disais que je travaillais beaucoup la structure et des mois, c'est pour ça, c'est pour pouvoir éliminer tout ce qui ne me paraît pas nécessaire. Et ça peut paraître paradoxal de dire qu'un un livre de 600 pages est purifié de ce qui n'est pas nécessaire, mais c'est bien le cas. J'aurais facilement pu écrire 300 pages de plus. Et moi, mon rêve, mon désir en tant qu'auteur, c'est de disparaître derrière le texte. Je veux pas, quand vous lisez un de mes livres, que vous vous disiez je veux pas que vous admiriez les mots et les phrases directement. Je veux que les phrases vous choquent. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je me suis arrêté parce que la phrase a eu un énorme effet sur moi. Ça me flatte beaucoup parce que ça, c'est l'effet que je vis. C'est-à-dire, c'est pas que j'emploie des mots compliqués ou qui sont dans le dictionnaire ou des tournures même. Je cherche pas à faire des allitérations. Je ne cherche pas l'effet. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a derrière le mot. Et plus le mot est simple, et plus ce mot, si j'ai un mot très simple qui peut vous mettre en connexion avec quelque chose d'énorme, avec un concept puissant, ça, c'est fabuleux pour moi. Pour moi, c'est juste donner cette étincelle qui va faire une explosion dans l'esprit de la lectrice ou du lecteur. Et le mot, c'est l'étincelle. Et une étincelle, c'est tout petit, c'est tout simple et c'est humble. Je ne sais pas si dans votre génération, vous aimez Indiana Jones, mais moi, j'adore Indiana Jones. Et dans Indiana Jones, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui veulent pas savoir, mais dans The Last Crusade, donc le dernier Indiana Jones, parce que pour moi les deux derniers n'existent pas, donc le numéro 3, il y a une scène qui parle beaucoup, et ça reflète aussi la façon d'écrire de Spielberg, qui est un maître de l'écriture du scénario. Quand Indiana Jones cherche le Graal, à la fin, il y a tous les coupes et les vases exposés, et celui qui est le Graal, et il ne faut pas se tromper, sinon on meurt si on touche le mauvais, c'est la petite coupe en bois qui a été sculptée par un charpentier. C'est pas le vase avec des bijoux. Et pour moi, mais ça a été sculpté au pied de la croix, et ça a été sculpté par un charpentier, et c'est Joseph d'Arimathie, et c'est quelque chose de précieux qui a une histoire immense dedans. Et ça, pour moi, c'est ça un livre, c'est ça une œuvre d'art, c'est ça l'écriture, c'est aller au dépouillement le plus parfait et parler de quelque chose d'immensément complexe et d'énorme. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Ah oui, merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste, merci Lucila. L'Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas, donc Mélina, va pouvoir poser une question, puisqu'elle lève la main. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, merci. La question, ça serait, Viola est un personnage fascinant, mais nous avons accès à elle seulement à travers les regards des Mimo, qui semblent parfois ne pas saisir ce qui l'anime ou l'entrave. Et pourquoi cette décision de raconter ces personnages seulement à travers les regards d'un autre? Parce que moi, je suis un homme et je voulais rendre hommage à cette femme incroyable, à sa liberté absolue. Je ne voulais pas m'incarner en elle. J'ai forcément des réflexes d'homme et forcément une connaissance du corps humain qui est celle intime, enfin personnelle, qui est celle du corps d'un homme. Donc
je ne sais pas ce que c'est, autrement que par l'esprit et mon attention à ça. Je ne peux pas savoir ce que c'est d'être une femme dans ses moindres détails. Donc, je ne voulais pas voler cette identité de Viola. Le meilleur moyen d'en parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, était précisément, vous l'avez bien défini, de m'incarner dans le personnage de Mimo. Quitte à ne pas tout comprendre, quitte à observer avec émerveillement ou étonnement de l'extérieur, qui est ce que font tous les hommes de nos jours, mesdames, quand ils vous regardent et qu'ils ne comprennent rien à votre intelligence. Et pour moi, c'est une inspiration, cette intelligence-là. Moi, j'ai toujours été, enfin, j'ai été construit par, et d'abord ma mère, et porté par des femmes brillantes qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui. J'ai été découvert alors que tout le monde m'ignorait et que mon premier manuscrit avait été refusé dans toutes les maisons d'édition par une femme. C'est pas anodin tout ça pour moi. Donc voilà. Donc moi, je voulais rendre hommage au combat de cette femme-là, qui est celui de beaucoup de femmes. Dès qu'on a un peu d'intelligence dans notre monde, c'est quelque chose de dangereux. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les femmes en ont beaucoup d'intelligence. Mais voilà, je voulais pas franchir ce seuil de me dire, allez, tiens, là, tiens, je vais être une femme le temps de ce livre. Non, je suis toujours moi qui parle de l'extérieur avec l'émerveillement, l'incompréhension, la fascination qui vont avec. C'était assez important pour moi. Et puis de ce décalage, il y a évidemment beaucoup dans ce décalage de regard, il y a aussi beaucoup d'humour. Et c'est toujours très important pour moi, l'humour dans les romans. Merci. Merci aussi Mélina pour la question. On approche de la fin de ce moment privilégié, hein, de cette heure que vous nous avez accordée, Jean-Baptiste. La Universidad Nacional de La Plata, qui ne peut pas poser de questions pour des raisons techniques, va le faire à travers Justine, si j'ai bien compris, Mathéo. Non, c'était finalement le Lenguas Vivas, Dario. D'accord. Donc c'est Mélina finalement qui l'a posé. Qui l'a posé. Au-delà D'accord, des très limites bien. techniques. La Plata, Parfait, parfait. malheureusement, ils avaient un partiel aujourd'hui, donc ils ont été un peu pris de court. Ils regrettent et ils sont désolés, mais ils pourront rattraper ça grâce à l'enregistrement en cours. Absolument. Et donc, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de terminer avec une question de la UDELAR IPA, voilà, pour clore donc, ces échanges. Et puis ensuite, Mathéo, je reviendrai vers toi, peut-être pour quelques mots de Frédéric. Bien, alors, nous, on a effectivement, bon, deux questions très courtes, je ne sais pas si elles sont très simples. La première concerne une possible adaptation au cinéma. La question vient de notre étudiante Ariane qui demande: en tant que cinéaste et scénariste, avez-vous pensé à adapter, veiller sur elle pour produire un film ou une série? Et moi, j'ajoute peut-être, sinon, est-ce que l'idée d'une adaptation vous paraît agréable, ou plutôt vous préféreriez ne pas qu'on la fasse pas? Non, non, on vient de signer avec deux producteurs avec qui moi j'ai travaillé avant pour l'adaptation soit en film, soit en série. Mais moi, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que je signe avec des gens de confiance. Je suis très heureux que ça devienne quelque chose si ça devient quelque chose, parce qu'après, signer, c'est une chose, mais après, faire, c'est encore une autre chose. C'est compliqué, le cinéma. Je serais très heureux que ça devienne un film ou une série, mais mon bonheur n'est pas lié à ça. Moi, mon bonheur était lié à écrire ce livre. C'est la forme la plus parfaite que je pouvais donner à cette histoire. Pour moi, c'était le livre. Si quelqu'un veut le prendre et en fait un beau film, formidable. Mais c'était pas un rêve de ma part. Voilà, j'en suis très honoré. Mais voilà. Je ne sais pas si je peux poser la deuxième question. Allez-y, allez-y. Qui vient de Claudia. Et elle est liée, je ne l'ai pas ici, mais je me rappelle, je crois que cette question est liée à la couleur verte. Elle dit qu'elle a remarqué que, au moins elle a senti en tant que lectrice que la couleur verte avait une place privilégiée dans ce roman. Est-ce que c'est seulement une impression à elle, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il y a une connotation que vous y avez attachée particulièrement? Alors, c'est pas conscient de ma part, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. C'est ce qui est certain, c'est que moi, je suis un amoureux de la nature. Et donc, ça serait pas étonnant que
Mais ça, moi, j'ai pas, je sais pas s'il y a une couleur qui domine. Il y a beaucoup de couleurs éclatantes aussi dans ce roman, notamment avec les oranges et le bleu du ciel. Donc je dirais que c'est plutôt toutes les couleurs. Il y a une prépondérance des couleurs, ça c'est certain, parce que les couleurs, pour moi, représentent la nature et donc la vie. Et après, elle a été peut-être plus sensible au vert. Peut-être que j'y ai plus fait allusion. C'est pas conscient de ma part. Merci. Merci Jean-Baptiste, merci à toutes et tous. Alors vous l'aurez bien compris Jean-Baptiste, lorsque je parlais de concision, c'est là une qualité suprême en diplomatie. Vous l'aurez Mais j'ai compris, j'en suis bien flatté. entendu compris. Ça n'enlève en rien la profondeur de tout ce qu'on a pu entendre. Vraiment, c'était, je crois, des échanges très enrichissants pour qui vous a lu. Et c'est une rencontre qui vient renforcer cette première rencontre faite à travers votre texte. Donc voilà, de mon côté, tous nos remerciements et l'espoir aussi peut-être à l'issue de ce que choisiront les lecteurs du jury, peut-être de vous rencontrer ici, comme disait tout à l'heure Frédéric de Petry, sur les rives du bord de la Plata. Alors, pour conclure, je vais laisser la parole à notre conseillère de coopération et d'action culturelle qui est à côté de moi, Laurence Arnoux. Voilà, pour ma part, je vous remercie et je lui laisse la parole pour clore. À très bientôt. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pas grand-chose à ajouter de plus que tout ce qui a pu être dit. Merci à vous, Jean-Baptiste. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette petite heure avec vous. Je garde vraiment ce que vous avez exprimé sur l'importance de veiller dans nos quotidiens, dans notre travail, dans tout ce qu'on peut renvoyer, à mettre en avant la beauté, la joie, les arts, effectivement, à veiller sur cette importance, sur cette sur ce positivisme, sur cette qu'on doit tous mettre en avant. Donc voilà, bravo, enfin à vous pour tout cela et on espère avoir de vos nouvelles. On écoutera la semaine prochaine Éric Reinhardt pour une autre session du choix du prix Goncourt. Et Très beau voilà, livre. je donne rendez-vous à tout le monde dans une semaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous de m'avoir reçu. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci et bon déménagement. Merci beaucoup. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.